Bonjour à tous. Alors pourquoi on a opté pour le télétravail au sein de ces formes? D'abord, premièrement, parce que notre activité s'y prête. Le conseil en ressources humaines, en fait, on travaille essentiellement en mode projet, donc avec un résultat à atteindre, une deadline, on fait beaucoup d'analyses de données, d'analyses d'offres. Donc ça nous permet déjà de travailler sur ce mode d'activité. Télétravail. Et puis on a besoin essentiellement d'outils numériques, un ordinateur, des outils de communication avec un téléphone. Donc effectivement déjà ça facilite le télétravail. Premièrement. Donc pourquoi on a opté sur ce système? Déjà parce qu'on a une collaboratrice qui habite à Saint-Pierre. Donc nos bureaux sont à Saint-Denis. Donc ça paraissait difficile, vu la distance, les trajets quotidiens, de lui demander d'être au bureau tous les jours et de pouvoir travailler systématiquement dans les locaux de ces formes à Saint-Denis. Alors on sait les problématiques de la route, hein, donc c'est 1h30, 2 heures, voilà, minimum de trajet le matin et la même chose le soir. Donc pouvoir travailler effectivement à distance, ben, ça permet d'abord une meilleure rentabilité, productivité, donc c'est du temps qui est passé, une partie du temps qui est passé davantage à travailler que sur la route. Et puis surtout, c'est aussi moins de stress lié aux embouteillages, aux aléas de la circulation. Aussi, c'est moins de fatigue passée sur la route. Donc c'est aussi, ça permet de mieux travailler et d'être plus concentré sur son travail. Alors, Isabelle Irval, c'est donc vous qui faisiez la route et qui ne vous faites plus jamais la route? Si, alors... Voilà, donc je fais toujours la route 2 jours par semaine. Je pense que c'est en effet un élément qui est très important parce que le salarié qui travaille chez lui ou à distance en tout cas pourrait être amené à se sentir isolé du groupe. Donc en effet, je pense que le fait de venir quand même au bureau 2 jours par semaine en ce qui me concerne, c'est bien, ça maintient un lien, c'est se lever, s'habiller, aller voir des gens, avoir un lien social. C'est aussi maintenir le contact avec ses collègues. Bon, alors, dans le cas du télétravail, bon, j'ai Marie-Laure au téléphone ou par mail, les autres collaboratrices également, mais il est vrai que ça évite quand même cet isolement. Au-delà de ça, il est sûr que bon, dans mon cas, en étant à Saint-Pierre, c'est vraiment c'est un plus hein, de ne pas avoir la route à faire, c'est beaucoup moins de stress et beaucoup moins de fatigue. Et puis c'est aussi organiser son temps de manière autonome, de manière à être plus libre. Et en ce qui me concerne, me concentrer davantage et être plus productive que quand je faisais la route. Est-ce que c'est adapté à tout type d'activité que vous exercez? Est-ce qu'il y a des activités que vous ne pouvez pas effectuer en télétravail? En ce qui nous concerne, je pense que c'est, bon, effectivement, quand on a un rendez-vous physique chez un client, bon, on s'adapte, hein, bien sûr, hein, on fait en sorte que d'être là, pas de Skype, conférence En ce qui me concerne, non, ce serait envisageable, mais bon... Nous, vu les distances, on peut encore être présent physiquement quand il le faut. Au-delà de ça, je pense que nous, en ce qui concerne notre activité, oui, une grande partie de l'activité est faisable à distance. Bien que ce ne soit pas une activité, j'allais dire, quantifiable, hein, c'est pas comme quelqu'un qui va saisir des données où on peut vérifier, mais on a quand même des délais. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de m'organiser mon travail comme je l'entends quand je suis chez moi, mais de savoir qu'il y a des délais, et il faut être rigoureux et respecter, se donner quand même des délais à respecter. Donc bien, je pense que la rigueur, c'est quand même, la maturité, la rigueur, c'est quand même important pour le salarié à domicile. Alors, qui fournit l'outil de travail dans ce cas-là? Alors c'est nous qui fournissons l'outil de travail, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus simple, puisque avec un ordinateur portable et un téléphone, mais également il faut quand même qu'il y ait un accès Internet et aussi du partage de fichiers quand même, c'est important pour pouvoir travailler de cette manière-là. Donc on fournit les outils de travail, ce qui permet ensuite de travailler chez soi, dans un environnement adapté, ou même parfois ailleurs lors de missions ou chez des clients, ça permet aussi d'être plus efficace.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez, depuis que vous travaillez, vous disiez je suis plus concentrée, donc c'est un gain de productivité, est-ce que vous pouvez le quantifier? Oui, tout à fait. C'est un gain de productivité. Moi, je m'impose de toute façon un cadre quand même à la maison, un cadre de travail, c'est-à-dire bien séparer vie personnelle et vie professionnelle. Bon, j'ai un bureau qui est réservé donc à mon activité professionnelle, ce qui ne m'empêche pas d'aller travailler dehors si j'ai envie, mais je peux quantifier mon travail et la productivité de mon travail, parce que je vois bien qu'en moins de temps, je fais davantage que quand je suis au bureau, où on peut discuter avec les uns les autres, être dérangé par le téléphone, des choses comme ça. Alors, Gilbert Laporte parlait tout à l'heure du risque de porosité justement entre la sphère privée et l'activité professionnelle. Vous dites que vous avez un bureau isolé. Est-ce que après le dîner, une fois que les enfants sont couchés, vous vous remettez au travail? Alors, bon, personnellement, j'ai pas d'enfants à la maison, donc effectivement, je pense que c'est quand même, ça simplifie la tâche, hein, puisque l'idée pour moi, c'est de bien différencier le domaine privé et le domaine professionnel. Bien que je sois seule à la maison et que j'organise mon temps toute seule, je m'impose quand même des horaires de travail, voilà, pour éviter les distractions et autres. Il m'arrive effectivement de choisir de travailler le soir ou le samedi ou le dimanche plutôt que le jour où, si les délais le permettent. Il est clair qu'avec des enfants, ça ne se passerait pas comme ça. Je pense que les enfants sont capables, il faut bien leur faire comprendre, et pas qu'aux enfants, aussi aux conjoints et autres, aux personnes qui peuvent être là, qu'il y a un temps pour la vie professionnelle et un temps pour la vie personnelle. Je pense qu'il faut bien différencier. C'est important dans le télétravail, je pense, de savoir différencier les deux temps. Ça nécessite peut-être une certaine maturité professionnelle alors? Oui, effectivement, je pense qu'il est important aussi de pouvoir avoir quelqu'un qui travaille de manière autonome, qui ait une certaine maturité professionnelle et qui soit en capacité d'organiser son temps de travail et de faire la distinction justement entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça veut dire aussi beaucoup communiquer et échanger sur ce mode de fonctionnement, sur les attentes aussi et les limites des uns et des autres. Économiquement, pour un chef d'entreprise, c'est intéressant le télétravail. Il y a un local de moins, pas d'indemnité kilométrique. Est-ce qu'il y a des compensations pour le salarié puisqu'il est plus productif, il coûte moins cher à l'entreprise? Est-ce que ça s'est répercuté d'une certaine façon? Alors pas particulièrement, si ce n'est justement de pouvoir choisir son environnement de travail, de pouvoir justement être moins fatigué, de ne pas avoir, nous en tout cas on n'instaure pas de contrôle aussi de l'activité qui est réalisée, étant donné que le contrôle il va se faire de toute manière par lui-même, par le travail qui est réalisé, mais effectivement il n'y a pas de compensation, on va dire, financière au télétravail. Alors Claire Renaudin va peut-être passer un micro à Claire. Le salarié du télétravail, il a les mêmes droits que les autres salariés? Oui, le salarié en télétravail a exactement les mêmes droits, c'est juste un mode d'organisation de travail qui est différent. Il a les mêmes droits en termes d'évolution de carrière, en termes de formation, en termes de droits et d'obligations que les autres salariés. Après, l'employeur doit également faire attention à toutes les obligations qu'il a en matière d'hygiène et sécurité, de la même manière. Après, il peut effectivement y avoir des aménagements qui vont être discutés avec le salarié pour prendre en compte cette spécificité du télétravail et notamment plutôt que d'imposer des créneaux horaires de travail, plutôt fixer des objectifs. Oui, parce que là, du coup, les 35 heures, les RTT, ça n'a plus beaucoup de sens. Les RTT, pourquoi pas. Après, les 35 heures, après, c'est pas parce qu'un salarié est en télétravail qu'il doit travailler plus. Normalement, il y a un temps de travail qui est 35, 39 heures, peu importe, c'est fixé. Après, tout ce qui ira au-delà sont des heures supplémentaires qui doivent être payées comme n'importe quel autre salarié. Donc après, est-ce qu'il y a des modalités réglementaires pour pouvoir contrôler les horaires? Un salarié qui dirait j'ai pris 10 heures supplémentaires, quel contrôle vous avez? Comme j'expliquais aujourd'hui dans notre activité, il n'y a pas de mode de contrôle, mais par contre effectivement on échange régulièrement ou tous les mois suivant l'activité, suivant les interventions pour savoir si le nombre d'heures qui était prévu a été réalisé et surtout s'il n'y a pas eu justement d'heures supplémentaires réalisées, soit pour prévoir de les récupérer. Donc ça se fait surtout sur un échange et sur de la confiance.
Aujourd'hui, pas contrôler le nombre d'heures, mais on en parle librement. Si demain Isabelle dit moi j'ai travaillé, je sais pas, 7 heures de plus ou autre, à ce moment-là, on va mettre en place des modalités pour pouvoir récupérer ce temps de travail. Alors, justement, à propos de réglementation, est-ce que l'employeur, Claire-Vie, doit fournir obligatoirement l'outil de travail quand il s'agit de télétravail? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers? En fait, l'employeur peut décider de fournir, comme c'est votre cas, l'outil informatique. Donc il va le fournir, il va l'entretenir, etc. Mais il peut y avoir un accord avec le salarié et lui permettre d'utiliser son propre matériel, après avec des adaptations qui vont peut-être être obligatoires, un entretien qui va être à la charge de l'employeur, mais c'est tout à fait possible. Après, se pose la question justement des fameux BYOD, Bring Your Own Device, qui est apporter votre propre matériel et travailler avec votre propre matériel. Donc, alors, vous parlez du BYOD, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse. C'est ça, c'est apporter votre matériel personnel au travail ou l'utiliser pour travailler. Donc là, des questions vont se poser en termes de sécurité, puisque en général, les outils informatiques personnels sont un peu moins sécurisés que les outils professionnels. Cette utilisation va pouvoir aussi être en accord, en contradiction avec la charte informatique, la sécurité informatique de l'entreprise, donc il va falloir faire attention à ça. Après, il y a des risques en termes de perte de données, puisque là, vous allez avoir un mélange de données personnelles, données à caractère personnel, donc il va falloir bien comme créer par exemple une bulle informatique avec que les données informatiques professionnelles, qui auquel cas, en cas de perte ou de vol de votre matériel, les données seront sur le réseau et donc il n'y aura pas de souci. En revanche, pour les données personnelles, elles seront perdues. Et il faut vraiment sécuriser, sécuriser aussi les modes d'authentification, des accès. Mais alors, le BYOD, c'est quelque chose qui se décide au sein de l'entreprise, qui est signé, il y a une convention qui s'établit entre le salarié et l'employeur? Oui. Alors il va y avoir un échange évidemment entre le salarié et l'employeur. L'employeur ne peut pas imposer au salarié d'utiliser son propre matériel, mais si c'est le cas, ça peut aussi être un gain financier pour l'entreprise, donc il a un intérêt. Après, le salarié a aussi un intérêt, c'est que souvent il a un ordinateur par exemple plus performant, plus ergonomique, etc. Donc ça peut aussi faciliter la tâche. Donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver entre les deux et un vrai dialogue entre les deux. Donc on rejoint en fait la problématique du télétravail. C'est vraiment un dialogue qui doit y avoir entre salariés et employeurs et puis une certaine confiance entre les deux, sinon ça ne peut pas marcher. Alors justement, à propos d'entente, est-ce que votre situation, Isabelle, je ne sais pas laquelle des deux peut répondre, vous ne connaissez pas la question, donc vous ne le savez pas encore, est-ce que ça ne peut pas créer des tensions en interne de savoir que Isabelle travaille depuis chez elle à Saint-Pierre alors que les autres viennent tous les matins? Est-ce que ça ne peut pas créer des tensions? Alors, chez nous, ça n'a jamais été le cas. C'est vrai qu'on n'est pas non plus nombreuses, donc, et puis avec certaines personnes qui sont sur place à Saint-Denis, ça ne pose pas de problème. Après, je pense que pour les sociétés où ça existe, parce qu'en effet ça existe, je pense que c'est aussi au chef d'entreprise de dire moi je suis satisfait du travail de ce salarié, il fait du télétravail, qui n'est pas forcément obligé de tenir compte de la situation et des uns et des autres. Après, on pourrait voir si effectivement, si moi c'est d'accord et un tel c'est pas d'accord, là ça peut. Là, je pense que ça appartient plutôt à la décision du chef d'entreprise. Oui, ce que je voulais préciser, c'est que chez nous, aujourd'hui, chacun a... la plupart des salariés, sauf effectivement l'assistante administrative, et encore, ça pourrait être possible dans certaines situations, a le choix de choisir aussi son mode d'activité. Ceux qui viennent au bureau sont souvent des personnes qui sont sur Saint-Denis, et qui trouvent plus confortable de travailler dans les bureaux. Après, il peut y avoir des aléas, on le voit sur des périodes climatiques ou des problématiques de santé ou de fatigue. Si une personne me dit aujourd'hui je vais travailler chez moi, il n'y a pas aujourd'hui d'interdiction à le faire. Alors, c'est moins encadré, on va dire c'est moins encadré, ça se fait de manière, on va dire, un peu plus sporadique.
mais il n'y a pas effectivement une qui est autorisée à faire du télétravail et les autres pour lesquelles c'est interdit. Mais je dois avouer que ça a été aussi le cas il y a quelques temps, où moi j'ai dit aussi non à du télétravail avec une collaboratrice parce qui était jeune et avec laquelle je n'avais pas forcément la confiance ou le résultat et les retours produits laissaient à penser que c'était difficile pour elle de s'organiser. Ça peut aussi effectivement arriver. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique du télétravail? Oui. Alors, il y a un micro normalement qui va circuler dans la salle. Ah voilà. Je voulais juste savoir... Ça sera mieux avec un micro. Tout le monde puisse vous entendre. Voilà, je voulais juste savoir combien de temps en fait vous avez mis pour vous mettre d'accord sur le mode de fonctionnement et puis voilà comment ça vous avez procédé, si vous me donnez un petit peu plus d'éléments sur les échanges et puis c'est aussi une manière de voir en quoi ça a pu interférer avec l'action des groupes salariés. Alors, je dirais que ça s'est fait de manière assez rapide puisque c'est Isabelle qui a déménagé dans le sud et la question s'est posée à ce moment-là. Est-ce que envie de garder cette compétence au sein du cabinet ou pas? Et dans la mesure où c'était aussi important pour le cabinet de garder une compétence, c'était aussi de s'adapter à un mode de fonctionnement qui pouvait nous convenir aux uns et aux autres en interne. Donc c'est un mode de fonctionnement qui a été mis en place. Peut-être l'a-t-on fait évoluer avec le temps, c'est pas impossible. En tout cas, il a fallu rôder en termes de communication. Il y a encore des points aujourd'hui qu'on souhaiterait améliorer en termes surtout de partage d'informations et de communication, que ça soit encore plus fluide et plus facilitateur quand elle est à distance et de pouvoir aussi avoir accès à l'historique de certains fichiers tout en gardant la confidentialité. Donc là, l'impact du numérique est important. Donc il y a encore des améliorations qui se font, mais on va dire que ça a été aussi un peu ces choix qui ont dicté la mise en place et le fonctionnement de cette organisation du travail. J'ai envie de poser la question à l'inverse. Est-ce que vous seriez prête là aujourd'hui à recruter des collaborateurs directement en télétravail, sans qu'ils soient passés par la case je travaille au sein de l'entreprise? C'est une question effectivement intéressante. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette capacité à travailler de manière autonome, de pouvoir s'organiser, d'avoir justement confiance aussi sur les temps de travail, voilà, de ne pas effectivement les encadrer, d'être une certaine maturité. Alors est-ce qu'on connaît absolument quelqu'un au moment de l'embauche? Je pense que ça pourrait être un test, mais pas forcément de manière définitive. Ah, il y a une autre question. C'est pas une question, c'est plus une réflexion. Nous, on est dans la fonction publique, la étroite ensemble. Bonjour, donc l'ARS, je sais pas si ça marche, l'Agence régionale de santé. Et c'est plus une réflexion que je fais pour la deuxième année que je viens à la semaine de la qualité de vie au travail. Je pense qu'on oublie souvent le monde de la fonction publique. Et sur plein de sujets, on est à deux vitesses, mais alors encore plus sur celui-là, je pense. Et même dans la fonction publique, on n'est pas égaux entre ministères. Moi, j'ai passé 12 ans à la recherche. Je pense que le télétravail, c'est juste le disque dur des chercheurs et des gens qui travaillent dans la recherche, parce que ça ne s'arrête jamais réellement. Et donc, le décret sur de la fonction publique qui autorise le télétravail pour les fonctionnaires va juste venir consacrer un mode de travail qui existe depuis longtemps. Par contre, dans le secteur de la santé, on est au mode des dinosaures. Et je pense que les dirigeants sont loin de cette conception que madame a du télétravail, qui est à mon avis la bonne. Si dans la fonction publique, vous allez déménager dans le sud, on vous répondra que le siège de l'ARS est à Saint-Denis et que vous devez habiter à Saint-Denis. Et donc, chercher une mutation dans une autre direction, qui est à Saint-Pierre, et tout se passera mieux pour vous. Vous voyez un peu où on en est. Même si vous êtes le secteur privé, je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre de vos démarches professionnelles, vous êtes confronté au secteur public. Et on risque pendant longtemps
d'avoir ces décalages qu'on reproche déjà longtemps au niveau des horaires, de la réactivité, parce qu'on on est très très loin de tout ça, et nous on a un accord de télétravail à mettre en place. On va entamer des démarches à la rentrée. Dans une administration, on a de la population privée et publique, population privée qui a un accord de travail, qui au passage prévoit une compensation financière pour les salariés en télétravail, par la prise en charge de son abonnement Internet, de son outil de travail. Donc on a en plus dans cette administration deux populations qui n'en sont pas du tout au même point, et je crois que le seul dénominateur commun qu'on va pouvoir trouver, c'est effectivement le fait qu'il y a quand même besoin d'être sur des projets, des fonctions télétravaillables en mode projet, avec des gens assez autonomes, indépendants et producteurs, et puis surtout, on passe de l'ère de la badgeuse et de l'entretien d'évaluation à l'ère de l'objectif et du résultat. Nous, on n'y est pas encore. Alors, est-ce que c'est plus un clivage privé-public ou une question de dimension d'entreprise? Je n'ai pas de réponse. En tant que chef d'entreprise, est-ce que la taille de votre entreprise facilite aussi cette structuration? Je ne suis pas sûre que ça soit la taille de l'entreprise. D'ailleurs, quand les premiers points que j'ai évoqués, c'était plutôt effectivement de travailler en mode projet, d'avoir besoin de travailler d'un ordinateur, d'un téléphone, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a besoin d'une pelle, d'une truelle, il ne pourra jamais travailler en télétravail. Et d'avoir ce mode de fonctionnement, voilà, en mode projet, et la question de la confiance. Après, ce n'est pas une question de taille. C'est pas une question. Alors, la question privé-public, à mon avis, c'est encore un autre débat. Voilà, je pense que toute entreprise peut aller vers du télétravail si ces critères-là voilà, sont réunis. Et ça demande effectivement de la communication et de l'échange. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Il voulait juste intervenir. Patrice Payette, donc, mais voulait juste intervenir au titre de... En fait, on est directeur du Conservatoire d'espaces naturels et nous gère en fait 12 sites naturels de Saint-Denis aux forêts de Haut-de-Montpère sur la protection des forêts, avec 120 salariés, dont des salariés qui habitent à Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Benoît et Tampon. Et donc la question du télétravail, pour nous, c'est une question centrale, puisque en fait, nous rendons compte que nous, les dans les civilisations, on l'écrit, avec des conventions, des codes, nous veut toujours pouvoir évaluer et matérialiser les accords que l'on a entre les gens. Nous, les choses se passent plus naturellement que ça. C'est-à-dire que l'accord, c'est un accord moral, l'accord de la parole, l'engagement de la parole. Parce qu'on essaie de développer à travers la parole ce que l'écrit ne développe pas entre les humains. Parce que dès lors qu'on a une convention et un contrat, les humains essayent de mesurer les autres actions par rapport à ce qui est écrit. Et dès lors qu'il est possible de dépasser cet écrit-là, les autres essayent de ruser. Alors qu'avec l'accord moral, on ne ruse pas avec la morale. On ruse parce que ça veut dire qu'on ruse avec le propre honneur et le propre engagement. Et donc on essaye de développer ça. Et quand on développe ça, nous nous rendons compte que les personnes, mais bien sûr, ça ne se fait pas avec n'importe qui. C'est pour ça que le télétravail et l'accord moral, c'est en fonction de la connaissance et du degré de connaissance et de respect que les uns en ont vis-à-vis des autres, qui permet à nous de savoir si nous sommes dans le cadre du télétravail, enfin si dans le cadre du télétravail, est-ce que nous sommes dans le bon cadre, dans le bon format ou pas. Et donc c'est pour ça que c'est une question de connaissance interpersonnelle qui permet à nous de juger et de jauger, de savoir si effectivement nous avons raison d'être dans le télétravail. Et je pense que le télétravail, contrairement à ce que nous pourrions croire, il permet pas, enfin il laisse pas, il incite pas en tout cas les gens à être paresseux, il incite pas à être dans la ruse, etc. Au contraire, moi ce qu'on m'a constaté, c'est que les cadres que dans le télétravail, ils produisent un excellent travail, parce qu'en fait nous place des objectifs, nous n'est pas en train de quantifier les horaires, mais nous quantifie l'objectif et le travail que les réaliser. Et justement, souvent nous rendons compte que ces personnes-là, vous avez envie de démontrer que vous allez au-dessus du cadre normal, et donc en matière d'objectifs et d'implication personnelle dans la qualité au travail, jusqu'à maintenant, on n'a rien à dire. Et pourtant, on n'a pas eu un accord écrit, on n'a pas eu une convention écrite. Ce qui peut paraître dangereux pour beaucoup de directeurs en disant « Ouais, mais on rend compte, je ne fais pas rien d'écrit, etc. » Non, justement. On a remarqué que dès lors que nous essayons de cultiver l'engagement moral et l'engagement de la parole, mais développer autre chose, un autre type de relation. Et ça, il faut que nous essayions de comprendre comment il fonctionne dans les entreprises et dans les organisations, comment on nous développe ça.
Et ça, c'est une grande science, mais c'est la science de l'humanité. Et il faut essayer de développer ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. J'avais une question concernant effectivement la distinction entre lieu de travail et lieu d'organisation. Bon, l'entreprise est un lieu d'organisation et le travail se déroule soit chez soi, soit ailleurs. Ça peut être par exemple dans la forêt, dans les hauts. Effectivement, il y a peut-être besoin de dire comment vous, à un moment donné, bon, vous avez physiquement distingué votre lieu de travail de votre domicile au sein même d'un même local. Mais effectivement, est-ce que le télétravail ne s'adresse pas plutôt à cette notion d'un lieu de travail de l'individu qui n'est pas dans le lieu d'organisation? Peu importe, parce qu'on n'est pas... Il ne faut pas peut-être, à mon avis, pour faire simple, confondre travail à domicile et télétravail. Ce n'est pas tout à fait la même notion. Effectivement, le lieu de travail, comme on l'a vu dans notre activité, ça peut être à domicile, ça peut même être ailleurs, en entreprise ou ailleurs. Enfin, on peut trouver des lieux de travail qui ne sont pas forcément bureaux. Et c'est pour ça que c'est important aussi de rester, de venir dans l'entreprise, de rester en lien avec ses collègues, parce que là, l'entreprise elle-même est un lieu d'organisation et d'échange aussi. Donc c'est important de garder des temps de réunion, des temps d'échange, des temps de travaux, de travail collaboratif. Donc il y a ces moments-là qui restent quand même privilégiés. C'est pour ça effectivement qu'Isabelle vient voilà, minimum 2 fois par semaine, en tout cas dans le bureau. Si on a une réunion d'équipe, elle est systématiquement invitée et on essaye de faire en sorte que ça soit possible. Donc c'est vraiment de garder le lien, l'organisation et le travail en commun, il doit exister. C'est pour ça que le télétravail ou le lieu de travail ne peut pas être complètement non plus déconnecté en permanence de l'entreprise elle-même. Là, ça deviendrait peut-être beaucoup plus difficile, voire dangereux. Si vous permettez, en vous écoutant, je pensais à une époque lointaine, je fais partie des cheveux blancs, une époque lointaine, où il y avait des gens qui travaillaient à domicile. Je pense notamment à celle qui faisait de la couture. Elle faisait vraiment du travail à domicile, c'est-à-dire que l'entreprise emmenait chez elle des ballots de linge en leur disant il faut voilà, tailler, coudre tant de pièces. Donc ça, c'était du travail à domicile, c'était pas du télétravail, puisque l'entreprise venait chez elle apporter le travail et revenait chez elle pour récupérer le travail. Et je crois qu'il y a une grande différence entre cette situation-là, je vais vous donner un exemple, il y en a d'autres, des gens qui font du travail à domicile, par rapport au télétravail, qui est simplement une façon d'organiser le lieu de travail qui est différent par rapport à un salarié qui se rend dans l'entreprise. Ce qui est vrai, c'est pas de travailler non plus seul, c'est ça qui est important. C'est pas travailler seul dans son coin. Et là aussi, c'est là l'impact du numérique aujourd'hui, c'est qu'avec les modes de communication, avec le partage de fichiers, on peut communiquer à tout moment et n'importe quand avec l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise ou même à l'extérieur. Donc c'est absolument pas effectivement prendre un travail et le faire chez soi. C'est le faire à un moment, à un autre endroit, mais tout en gardant le lien permanent avec les autres, l'équipe, tout simplement, et l'entreprise elle-même. Oui, bonjour, Laurent Thierry, acteur PRAP à l'ORA et secrétaire CHST. Comment est pris en compte l'ergonomie dans le cadre du poste de travail du salarié qui est à domicile et surtout la prévention par l'employeur des TMS? Merci. Alors, je laisserai Isabelle répondre. Alors, bon, effectivement, là, c'est encore un cas où je dois moi-même prendre garde à ce genre de dispositions. Bon, il se trouve que personnellement, je travaille dans un bureau digne d'un bureau d'une entreprise, peut-être voire même mieux que celui que j'ai au bureau. Bon, effectivement, mais bon, après, effectivement, il n'y a pas de mesures spécifiques qui sont prises pour ça, et c'est vraiment je veux dire, de la décision, de faire attention aussi à soi. Et bon, alors nous, évidemment, en plus, dans le domaine, on est quand même sensibilisé à ça, donc on fait attention. Mais c'est vrai que, d'une manière objective, il n'y a pas de mesures qui sont prises par l'entreprise pour ça. C'est vraiment... Claire Renaudin, les obligations réglementaires de l'entreprise restent les mêmes, dans ce domaine également.
Ah oui, c'est exactement les mêmes. Enfin, c'est vraiment un salarié identique aux autres, sauf avec un mode d'organisation du travail différent. Donc c'est exactement la même chose. Après, c'est vrai qu'il est vraiment important que l'employeur fasse attention à l'isolement du télétravailleur et donc organise des réunions, par exemple hebdomadaires, qu'il n'y ait pas d'isolement par rapport et à la hiérarchie et aussi à ses salariés. Puisque quand il travaille tout seul, effectivement, il peut être plus productif, etc. Mais il peut aussi complètement se détacher de son environnement de travail, de ses collègues. Donc je pense que c'est vraiment important qu'au moins une fois par semaine, les salariés se retrouvent. Tout à fait. Bon, il y a quand même un contrôle de la médecine du travail et des services infirmiers. Maintenant, c'est donc une année le médecin, une année le service infirmier, et où les salariés en télétravail vont comme les autres. Donc je pense que les règles sont rappelées également à ce niveau-là. Il y a trois autres interventions. Je nomme le quatrième rang. Bonjour, Adrien Simonetti, chargé de mission dans la sécurité. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, moi je travaille un petit peu dans tout ce qui est accident de travail. Et donc justement, à partir du moment où on va être amené à travailler chez soi, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer qu'un accident est lié au travail ou pas? C'est le problème. C'est vrai que c'est une question... Alors c'est vrai que c'est compliqué, alors peut-être, je ne sais pas si Hervé pourrait répondre au niveau juridique. C'est vrai que c'est compliqué. Par contre, il y a quand même des choses, tout à l'heure on a parlé d'une question aussi de confiance réciproque, donc ça fait partie aussi du télétravail. S'il arrive un accident qui est à un moment où il y a une activité professionnelle, c'est aussi de le prendre en compte. Par contre aussi, comme je disais, c'est pas forcément ce qu'on évoquait, c'est pas non plus travailler seul. Donc en général, alors à part si c'est des choix de travailler à un moment, pour X raisons, le samedi, le dimanche, bon, c'est autre chose. Mais souvent, quand Isabelle est en train de travailler, on échange. Il y a un moment dans la journée ou dans la matinée ou l'après-midi, on va échanger sur des mails, sur des téléphones, enfin voilà, on va se parler. Donc c'est pas complètement, il n'y a pas un isolement total. Donc on peut imaginer qu'il se passe quelque chose. Voilà. Alors après, est-ce que je glisse dans la salle de bain, dans le bureau, ça sera toujours difficile à déterminer. Pour la sécurité sociale, c'est reconnu les accidents de travail dans le cadre du télétravail? Oui, Alain Vicky, je ne serai pas du tout dans le rôle que vous m'attribuez là. Je ne suis pas dans mon rôle. Je suis comme les autres citoyens et j'entends ce qui peut se passer. Et la question que je me pose en tant que citoyen, c'est mais où sont les limites? J'entends, vous savez quels sont les débats aujourd'hui, les lois qui font beaucoup de bruit, que ce soit celle qui est déjà passée ou celle qui va passer sur, on parle de travail du samedi, du dimanche, on parle de cadres qui vont au-delà pour montrer que finalement c'est bien que de les laisser travailler à domicile. Quelle limite au travail, au télétravail, au travail à domicile? On nous présente un témoignage, pardon, je ne veux pas vous blesser ni vous vexer, d'une salariée de quelqu'un qui télétravaille, mais qui est quand même un peu atypique, pas de charge de famille, alors oui, il y a peut-être des conditions, des circonstances dans lesquelles on peut, mais moi je ne sais pas, je ne suis pas un fan des 35 heures, mais je me pose des questions. Quelle limite? Alors, je crois que si pour vous répondre, déjà bon, en ce qui concerne le travail du samedi, comme je vous ai dit, qui pouvait arriver, ou du soir, c'est en ce qui me concerne un choix. Si les délais ne m'ont pas permis de travailler un jeudi après-midi ou un mercredi après-midi, que j'ai l'occasion de le faire à un autre moment, en effet, je le fais, c'est un choix personnel. C'est une question de respect des délais pour moi en ce qui me concerne. Je n'ai en effet pas de charge de famille, j'allais dire pas d'enfant. J'ai après un conjoint, une vie privée, que je sépare de ma vie professionnelle, puisqu'elle se passe à la maison à certains moments. Après, je pense que c'est aux salariés aussi, sauf exception, il y a des horaires de travail, il y a un nombre d'heures de travail, il y a des délais à respecter, et je pense que c'est aux salariés. Je ne vois pas un salarié qui irait travailler nuit et jour, week-end, sans... je veux dire, c'est pas particulièrement parce qu'on est à la maison qu'on travaille plus. Les limites, c'est à chacun de se les imposer aussi, et puis c'est aussi,
aussi du rôle des encadrants de fixer certaines limites à ce niveau-là, même si c'est difficile de les quantifier. Je crois que M. Payette a un complément de réponse aussi. Je voudrais rassurer Puis M. après, on va passer à la table ronde suivante. Je voudrais rassurer M. Igliki, qui est un homme bienveillant. Alors, je voudrais lui dire que, quand je disais tout à l'heure que les salariés allaient au-delà, ce n'est pas en charge d'horaire, ce n'est pas en volume de travail, dans le sens du travail des 35, 40, 50 heures, c'est pas ça. C'est dans la qualité du travail qu'ils fournissent, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Et ça, nous devons tous être exigeants en qualité. Pas forcément sur la quantité de travailler 52 heures et dire, voilà, j'ai fait 10 heures supplémentaires et il faut me les payer. C'est pas ça. C'est une histoire d'implication dans le résultat que l'on veut atteindre. Au contraire, le maître mot chez nous, c'est essayer de faire mieux en moins de 35 heures. Et le temps que vous gagnez dans le temps libre avec la famille. C'est ça l'esprit. Et donc, ce que Mimi voulait dire aussi, c'est que le danger, par contre, auquel nous fait attention, c'est que par le biais du numérique, attention, et par le biais du télétravail, à ne pas casser le lien interhumain. Parce que c'est bien ça vers quoi on peut aller si on ne fait pas attention. C'est une société qui se construit par le travail, mais pas un travail qui dépersonnalise les relations. Et à la fin, les relations sont numérisées, et nous finissons par devenir une bande de robots, dans 20 ou 30 ans, peut-être il y en a certains déjà. Donc il faut nous faire attention à ne pas devenir des robots et des machines aux ordres, parce que sinon, comme dit la digitalisation de l'économie, ne va suivre au doigt et à l'œil. Et là, l'expression, il prend tout son terme, tout son sens, être au doigt et à l'œil de la numérisation. Donc, il faut attention de bien humaniser nos relations et dans le cas du télétravail, essayer de faire en sorte que les personnes, plusieurs fois, assez souvent, une fois au moins par semaine, retrouvent cet univers avec l'entreprise. Parce qu'il faut ce lien-là, l'entreprise étant un organisme, avec des bras, une tête, etc. Il faut que tout le monde ait dans cette vie-là, en permanence. En permanence dans le cadre du travail. Mais ne pas oublier le lien que nous avons avec le groupe. Parce que le groupe, il est là avant nous et va survivre à nous. Nous, c'est un élément, nous fait partie d'une famille. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Je veux dire une dernière chose, je trouve qu'on a un peu tendance à prendre le travail comme si ça pouvait être que une souffrance. Un peu la réflexion qu'on se faisait, il y a peut-être des gens qui sont un peu heureux de travailler avec toutes les Isabelle Garibal, elle a l'air heureuse de travailler de cette façon. Le mot de la fin. Vous êtes heureuse dans votre travail? Je suis très heureuse dans mon travail, mais j'avoue que je suis d'autant plus heureuse quand j'ai pas 2 heures de route à faire le matin, et ça m'a permis aussi de garder un travail qui me plaît dans un contexte où physiquement et moralement je n'aurais peut-être pas tenu en y allant 5 jours sur 7. Voilà, donc en effet, le télétravail en ce qui me concerne me convient très bien. Ben, nous allons terminer cette table ronde sur ces mots positifs. Et puis nous allons aborder donc la troisième table ronde qui concerne l'accompagnement de la transition numérique dans les entreprises. Alors je vais rappeler Gilbert Laporte, toujours directeur de l'ARBIS et délégué régional de l'ANACT. Depuis tout à l'heure, il n'a pas changé de casquette. Je vais appeler Antoine Lorrain, qui est directeur de Thésis. Et puis Philippe Arnaud, qui est également toujours président de Digital Réunion et dirigeant de Medialight. Il n'a pas non plus changé de casquette depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Alors Gilbert Laporte, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est... on voit bien avec les débats de ce matin que la transition numérique est incontournable. Comment faire participer les salariés à la réussite de ce virage? Bien, alors si vous me permettez encore une petite incursion sur la table ronde précédente, la dernière intervention, en fait pour livrer un peu ça rejoint un peu l'intervention de Madame à la fin. Je crois qu'effectivement, on devrait, dans les années à venir, moins parler de qualité de vie au travail, parce que tout le monde là-dessus s'exprime, que de la qualité du travail. Et je crois que c'est un peu le propos de votre propos à la fin. C'est-à-dire que quand le salarié est conscient de la qualité du travail, il éprouve du plaisir au travail. Donc voilà, je crois que ça c'est un point important. Et d'ailleurs la dame l'a dit, hein, le fait qu'elle travaille chez elle, n'a pas les contraintes de la route, elle éprouve la qualité du travail, même si effectivement, parfois, je pense qu'effectivement, elle peut elle-même dépasser quelques bornes. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, c'était comment bien penser le changement, hein, quelque part. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu de projeter, vous pouvez le faire sans.
Voilà, c'est là. Alors ça, je crois que tout le monde connaît un peu, hein, les gens qui sont dans la conduite de projet. Ce graphique, il est là pour nous rappeler qu'en fait, on a deux phénomènes qui se croisent hein, sur ce graphique, avec un axe temps, c'est-à-dire que si on part de 0 jusqu'à l'infini, dans la conduite de projet, on s'aperçoit que quand on est au début du projet, dans l'échelle temps, en fait, on dispose de marge de manœuvre, j'allais dire, illimitée. Tout dépend effectivement à ce stade-là des objectifs qu'on veut atteindre, des moyens dont on dispose, en gros, voilà les deux paramètres qui vont donner la marge de manœuvre, mais en réalité, on est en capacité de faire tout ce qu'on veut. Et dans le même temps, on constate qu'en matière de connaissances, à part peut-être une ou deux personnes, à condition d'avoir capacité d'une vision stratégique, les autres personnes dans une entreprise ont une très faible connaissance du projet. On peut dire je vais informatiser un service, on peut avoir des gens qui ont une vision de ce qui va changer, mais ils ne partagent pas forcément la vision stratégique qui sous-tend le projet. Et donc effectivement, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, que les choses sont en train de se mettre en place, on a déjà conçu le projet. Donc vous voyez la première barre qui baisse, donc dire déjà là, on reste dans le cadre imposé par le maître d'ouvrage, hein, en gros, hein, on est limité par ce cahier des charges initial, et au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on a acquis du matériel, on est limité par les fonctionnalités du matériel ou de l'organisation qu'on a mis en place, et vous voyez que par rapport au possible qu'on avait au début du projet, on va être contingenté au fur et à mesure par le cahier des charges, par le matériel acquis, etc. Donc les marges de manœuvre vont aller réduisant, et curieusement, c'est au moment où on voit arriver dans l'entreprise les réalisations concrètes que les acteurs de l'entreprise vont avoir une vision plus importante du projet, donc une connaissance sur le projet, et là ils vont faire le lien entre le projet et leur activité réelle du travail. Donc ça c'est un schéma classique en matière de conduite de projet, tout ce qu'ils l'ont fait le connaissent, et l'idée ce serait de dire que il faudrait faire en sorte que la courbe de connaissance du projet puisse commencer à atteindre la courbe de celle des marges de manœuvre le plus tôt possible, bien en amont, le plus en amont possible, pour qu'effectivement, une fois qu'on est dans des contingences très fortes, on ne soit pas obligé de se dire finalement ça ne marchera pas, quoi. Parce que là, une fois que les gens ont vu le projet, ont une connaissance parfaite du projet, s'ils vous disent ah ben non, nous on ne travaille pas de cette manière-là, on a un partenaire par exemple qui a lui-même des contraintes, est-ce que votre projet va respecter ces contraintes, etc. Donc l'idée c'est que dans le développement du projet, associer suffisamment en amont, c'est-à-dire déjà dès qu'on a une vision stratégique du projet, associer l'ensemble des utilisateurs à ce moment-là pour leur faire partager la vision stratégique et pour connaître un peu quelles seraient leurs attentes vis-à-vis du projet et leurs suggestions pour améliorer le projet tel qu'il est conçu en amont. Donc ça c'est une première approche importante, hein, la participation des gens. C'est pas simplement pour des questions démocratiques, bien sûr, hein, la démocratie d'entreprise ça existe, mais aussi parce qu'il y a une finalité importante, c'est que finalement le projet doit servir les usagers après du projet informatique. Hein, je reviens, mais ce que je vous dis est valable pour tout type de projet. Hein. Deuxième chose qui va être aussi importante dont il faudra tenir compte dans la conduite de projet, c'est, je crois que quelqu'un l'a évoqué ce matin, je pense que c'est Philippe Arnaud d'ailleurs, il a fait un brillant exposé, c'est partir d'un diagnostic des ressources au départ. Tout à l'heure, à un moment donné, on a parlé d'accompagnement des gens dans le changement. Moi, je pense que quand on en est à l'accompagnement, c'est déjà un peu tard. C'est parce qu'on a besoin d'accompagner, parce qu'on n'a pas fait ce diagnostic de ressources au départ, et qu'on a mis là ce truc-là en place, et après on s'aperçoit que ça coince ici ou là. Donc on a besoin d'accompagner, on a besoin de mettre en place des formations pour, contrairement à ce que nous a dit
l'ingénieur de SysTBI, adapter la personne à la machine plutôt que la machine à la personne. Donc l'idée, c'est vraiment que dans la conduite de projet, on pose d'abord le diagnostic des ressources par rapport à la vision stratégique qu'on a, qui nous permettent non seulement de savoir est-ce qu'on a les moyens financiers pour faire ce projet, mais de savoir quelles sont les compétences qu'on a au sein de l'entreprise. Et est-ce que ces compétences me permettront de réaliser mon projet en l'état ou ici ou là, en adaptant, en amenant les personnes à acquérir les compétences qui risquent de leur manquer si le projet arrive. Donc, bien mener ce diagnostic des ressources en amont. Souvent, les entreprises font un diagnostic des ressources capitalistiques, en disant on va voir le banquier, faire une étude de faisabilité, mais on oublie de faire ce diagnostic des ressources en compétences de l'entreprise pour voir s'il y a possibilité de conduire le projet. Donc voilà, je dirais, si on a ça, après effectivement, ça permet d'amener, peut-être faire appel à des ressources extérieures pour animer la réflexion en interne sur la vision du projet, sur le diagnostic de ressources humaines, etc. Mais si on n'a pas fait ça en amont, effectivement, après on fait du curatif, on accompagne, on licencie, on recrute, etc., etc. Donc en fait, pour éviter la disqualification dont vous parliez tout à l'heure, quelle est la place de la communication dans cette conduite du changement ? Alors, il y a deux façons là aussi de répondre. Hein. Il y a la communication, tout ce qui est dans les contenus de la communication. C'est important que cette communication permette à la fois d'un côté, alors quand on dit communication, il y a deux sens par rapport à l'information qui va dans un sens. C'est-à-dire que bien sûr, le responsable du projet va communiquer sur son projet, sur la vision du projet, et il faut qu'il soit en capacité à entendre en retour le ressenti et l'ensemble des questions aussi que les gens vont avoir à se poser à ce moment-là. Vous voyez, les marges de manœuvre sont importantes. C'est peut-être là qu'il serait intéressant de connaître tous les bémols, toutes les précautions, les réserves que les gens pourraient être amenés en disant « et si on fait ça, je ne serai plus en capacité de… » Vous voyez, ce genre de questions auxquelles il faut s'attacher à vraiment recueillir le retour. La communication, ça n'est pas simplement, comme je le vois parfois dans certaines entreprises, je lance le projet, je fais une grande assemblée générale, je déroule des PowerPoint, et puis monsieur, mesdames, soyez prêts, on y va. Non, c'est plus que ça. Bien sûr, je donne ma vision et j'attends en retour, maintenant tout de suite ou dans les secondes du temps, de réfléchir et remonter par rapport à ce projet. Donc là, la communication est importante. Dans le contenu, il faut qu'il y ait de l'information descendante et ascendante. Après, il y a les outils de la communication. Il faut voir aussi quels sont les vecteurs de communication. Et là, je pense qu'effectivement, il faut utiliser… Alors souvent, je vois aussi, dans le cadre du projet, il y a des outils spécifiques de communication qu'on va mettre en place. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça peut effectivement, on est bien identifié, libellé, voilà, c'est par rapport au projet que je vous envoie de l'information. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens de mettre en place des vecteurs de communication spécifiques. Et puis l'inconvénient, c'est aussi qu'au bout d'un moment, les gens vont trier. Voilà, ils vont se dire, voilà, surtout que quand on voit un peu la nature d'information qu'on communique dans ce cadre, c'est souvent des redites, etc. Les gens, au bout d'un moment, on soupe, quand on voit un projet, un bulletin là-dessus qui arrive, on a tendance à mettre de côté. Ils vont encore raconter les mêmes choses. Donc j'aurais tendance à dire, c'est important de soigner également les vecteurs de communication et utiliser les moyens de communication classiques de l'entreprise. Et par contre, réserver dans le cadre de la communication un temps pour parler du projet, où il en est, et voir aussi en retour comment le ressentent les personnes. Merci. Antoine Lerat, donc vous êtes à l'origine d'un vaste programme OIIS au niveau d'un territoire. Donc c'est un programme ambitieux qui a bouleversé les pratiques, notamment des professionnels de santé. Vous pouvez nous, en quelques lignes, je vais essayer de ne pas laisser parler la passion. En tout cas, je ne suis pas le lead porteur, c'est l'agence régionale de santé ici qui porte ce projet stratégiquement, mis en œuvre par le groupement de coopération sanitaire TESI sur le territoire. Pour faire simple, je pense que c'est une belle fierté réunionnaise. 18 régions ont candidaté sur un appel à projet national, 5 régions ont été retenues, dont l'océan Indien. Un projet innovant, complexe,
ambitieux qui vise justement, au travers du numérique, d'expérimenter de nouvelles prises en charge. Alors on travaille dans le monde de la santé, hein, de nouveaux modes de prise en charge. Donc on vient, au travers de ce projet, au travers du numérique, expérimenter des nouvelles manières de travailler, des nouvelles pratiques professionnelles. Et en ça, il s'agit d'un projet disruptif, mais qui vient percuter les pratiques des professionnels de santé sur le territoire. Alors sur le plan méthodologique, comment vous y êtes pris? Parce que c'est ambitieux, ça bouleverse des pratiques, des points de vue.